Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Une conversation pour tout changer, l'émission qui parle de tous les sujets avec tout le monde de manière libre, qui vous donne la parole surtout, c'est ça le plus important. Euh, Tout d'abord, merci infiniment à toutes les personnes qui découvrent nos contenus, toutes les personnes qui s'abonnent, et c'est très très important, ça permet de nous dire merci. Merci, je suis là, j'ai écouté ton truc, c'est intéressant, merci. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent aussi. On a pas mal de personnes qui réagissent à nos vidéos, qui nous disent ça c'est exactement ce que je ressens, ça c'est exactement ce que j'ai vu, ça c'est pas du tout vrai. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde et c'est aussi intéressant de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. Ne l'oubliez pas, je suis dans un T2 à Marseille. Ma voix est arrivée au Québec, en Belgique, donc j'aimerais savoir un petit peu où est-ce que vous êtes situé. Voilà, ça fait toujours plaisir de faire un petit coucou. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées, merci à toutes les personnes qui découvrent, qui like, qui partagent nos contenus. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, un sujet sur lequel vous souhaitez peut-être discuter avec nous ou vous souhaitez que nous abordions lors de cette émission, n'hésitez pas à nous le mettre sur les commentaires. Si vous souhaitez participer, c'est totalement gratuit et anonyme. Vous nous envoyez un mail à uneconversation-pour-tout-changer@gmail.com. Ça, c'est pour le mail. Vous l'avez dans la description ci-dessous, si vous l'avez raté. Donc, ce soir, nous avons la chance et le privilège, de recevoir une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Véronique Geoffroy, du célèbre château de Fougeray, le château le plus hanté de France. Ceci fait suite à notre émission avec J Paranormal que nous avions la semaine dernière, qui nous a énormément parlé de ce château. Il nous avait dit qu'il y avait pas mal de manifestations autour de ce château. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Véronique Geoffroy, qui est docteur en histoire contemporaine, auteur, passionné et surtout propriétaire du célèbre château de Fougeray, considéré comme l'un des lieux les plus hantés de France. Mais ça, je l'ai déjà dit, mais c'est parce qu'il est vraiment hanté, donc je le dis 2 fois. C'est une véritable gardienne du patrimoine. Elle a su redonner vie à ce château en ruine, tout en étant témoin de phénomènes très étranges qui interrogent scientifiques et curieux du paranormal. D'ailleurs, si vous avez la chance de discuter avec elle, vous verrez qu'elle est overbookée. Voilà. Elle est aussi auteure de 2 ouvrages, Les murs ont-ils une mémoire, publié en 2024, et Les Invisibles de Fougeray, l'histoire du château le plus hanté de France, publié en 2021. Elle est également rédactrice pour Parascience. Bonsoir, Véronique, comment allez-vous? Bonsoir, merci de me recevoir, ça va. Merci infiniment de nous accorder temps. Ce soir, nous allons un petit peu nous intéresser à vous, mais plus précisément à votre parcours et non pas au château. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord de savoir, avec tout ce que l'on sait, puisque vous êtes également rédactrice pour Parascience, vous êtes auteur, vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous êtes marié, 3 enfants. Quel est votre secret? Alors, quel est mon secret? Non, mais j'ai pas de secret. Je crois que je m'ennuierais si je faisais moins. C'est-à-dire, comment est-ce que se passent vos journées de 24 heures? Parce que j'ai l'impression que vous êtes énormément sollicité. Alors, mes journées, c'est compliqué. Alors, lorsqu'on est ouvert, je check vite fait les mails. Après, faut que j'aille tout vérifier à Fougeray. Il faut aller faire les courses pour le repas le soir. Faut checker les intervenants. Il faut que, bon, après, je suis pas toute seule à Fougeray. Il y a toute une équipe, hein, fort heureusement. Après, je reçois les gens, je fais les visites, etc. Parfois, c'est moi qui fais l'atelier spiritisme. Des fois, quand vraiment je suis trop claquée, c'est une copine qui me remplace, mais j'arrive à la maison, allez, entre 22h30 quand moi je fais pas l'atelier, 3h du matin quand c'est moi qui gère l'atelier. Et ça, c'est vrai qu'on fait ça 6 mois par an. Et après, comme là, par exemple, on est fermé pour travaux, et ben demain matin j'ai une réunion de chantier. Enfin, j'arrête pas parce que c'est vrai que l'hiver on en profite pour faire des travaux. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que vous avez et la partie aussi gestion et la partie aussi réhabilitation, puisque vous avez hérité d'un château qui était en ruine, si je me souviens bien.
Alors, j'en ai pas hérité. Fougeray, je l'ai Pardon. acheté. Ouais, c'est pas c'est pas pareil, hein. J'ai acheté Fougeray il y a 15 ans. Et il y a bien non, je dis une connerie, il y a 16 ans d'ailleurs, parce que je l'ai acheté en mars 2009. Et en fait, j'avais déjà le château en Corrèze, le Basané. Alors là, je l'ai acheté le franc symbolique, le Basané, ça a été un coup de cœur qui était absolument pas raisonnable. Et je cherchais un projet similaire, mais plus près. On est tombé sur Fougeray. Mais Fougeray, c'était très compliqué. On l'a acheté, on a pris 25 ans de crédit sur les reins. Enfin, Fougeray, ça a été plus compliqué. Alors, bon, il n'était pas vraiment en ruine, mais il était temps. Le Basané, je l'ai acheté en ruine, je l'ai acheté le franc symbolique, c'était vraiment une ruine. Fougeray, c'est différent. Fougeray, il était temps parce que je pense, mais sans me vanter, hein, qu'il n'aurait pas passé 5 ans comme ça encore, euh, avec toute l'eau qui tombait dans les étages par les plafonds, etc. Et on s'est lancé dans l'aventure une seconde fois, en fait. Voilà. Et comment est-ce qu'est venue cette passion pour les châteaux? Puisque vous avez dit que vous avez acquéri pardon, 2 châteaux. Comment est venue cette passion? Est-ce qu'enfant vous étiez passionné? Parce que vous êtes aussi, vous êtes aussi dans l'histoire. Hein, vous faites, voilà, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Comment est-ce qu'est venue votre passion pour les châteaux? Ah, alors ça c'est marrant parce que moi en fait je suis née à Paris, j'habitais Paris avec mes parents. Après on a habité Boulogne, à côté de Paris, et c'est vrai que j'ai été, comme beaucoup d'enfants, euh, mes parents à Paris travaillaient beaucoup, comme beaucoup d'enfants parisiens. Je passais beaucoup de temps seule à l'appartement, en attendant que mes parents arrivent, quand la nounou était partie, etc. Et j'ai développé à cette période, quand j'étais vraiment enfant, hein, je vais avoir, je sais pas moi, 7, 8 ans, vraiment une passion pour tout ce qui était histoire, tous les contes, aussi bien les contes de fées, tout ce qui me semblait être avant, aussi bien les contes de fées que j'ai dévorés en lecture, j'en ai lu énormément, euh, que l'histoire, tout ce qui concernait le passé. Je m'intéressais vraiment beaucoup à ça. Et un jour, je m'étais dit, j'avais fait une promesse de moi à moi, promesse à moi-même, je m'étais dit, ben, un jour, j'habiterai dans un château. Donc ça s'est passé comme ça. Et adolescente, j'ai gardé cette idée de château. Quand j'ai rencontré mon mari, on était jeunes. Hein, moi, j'avais 21 ans, il en avait 19. Et j'arrêtais pas de dire, ah, mais moi, il faudra que je trouve un château. Tout. Puis en fait, de fil en aiguille, eh ben, je pense que je lui ai un peu donné mon truc, parce qu'il m'a aidé à chercher à ce que ça se concrétise. Et le Basané, on l'a acheté le franc symbolique, je devais avoir 35 ans. Euh, et ça a été j'ai mis le pied à l'étrier de cette aventure de château avec la ruine du Basané en Corrèze. Qu'est-ce que vous dites exactement à votre mari? Est-ce que, voilà, vous savez que c'est un projet à long terme? Acheter un château, c'est énormément de travaux, c'est des travaux que vous allez gérer. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer la pilule, entre guillemets, à votre mari? Alors, c'est marrant parce que quand on a acheté le Basané, on n'avait pas d'enjeu en fait. D'abord, on n'avait pas d'enjeu financier, hein, de franc symbolique. Euh, on n'avait pas d'enjeu non plus économique après. C'était juste, je dirais, de la passion à l'état pur. Donc tout était parfait. On s'entendait bien sur les travaux. De toute façon, les travaux, on pouvait pas, on pouvait pas ne pas être d'accord. Hein. Il fallait remonter les murs en maçonnerie, refaire la charpente. Enfin, c'était la base. Et par contre, on n'est pas toujours d'accord après sur. C'est vrai qu'après Fougeray, tout ça, c'était plus compliqué. On n'était pas toujours d'accord parce que déjà, on avait un emprunt sur les bras qui était quand même conséquent. En plus, euh, moi, j'aime bien, comment dire, moi, ce que j'aime dans les vieux bâtiments comme ça, c'est enlever tout ce qui me semble inapproprié, moderne, tout ce qui est un peu anachronique,
pour remettre le bâtiment dans son jus, dans l'état d'esprit d'origine en fait. Et Fougeray, c'est ce que j'ai fait à Fougeray petit à petit d'ailleurs, mais on n'était pas toujours d'accord et on n'est pas toujours d'accord sur des choses que moi j'arrache facile. Je dis mais non, faut virer ça, on va faire ça comme ça sera... Alors François, il est plutôt dans l'esprit, on va conserver ça même si ça a été fait fin 19e parce que il y a des trucs, faut savoir s'en défaire pour faire mieux. Alors c'est vrai que on n'est pas toujours d'accord, mais c'est le jeu en même temps. Au sein d'un couple, il n'y a pas besoin d'avoir un château pour s'engueuler. Hein. Enfin, je pense pas. Non, non, c'est sûr, non. Et concernant le château, quels étaient vos projets initiaux? Alors pour Fougeray, en fait, les projets initiaux, quand nous on l'a visité, etc. Sur le coup, j'ai dit écoute, on n'a pas besoin d'autant de chambres. J'ai avec le reste, on va occuper un étage. À la base, on devait occuper un étage et avec l'autre étage, on devait faire des chambres d'hôtes. Bon. Alors c'était vraiment le projet, je dirais lambda hein, de tous les gens qui ont des grandes demeures. Ils font tous ça et on les comprend. Et c'est vrai que de ce projet qui était un projet, je dirais assez banal, on a bifurqué, mais je dirais sans le vouloir, parce que lorsqu'on a constaté qu'il y avait des choses qui se passaient à Fougeray, alors que sincèrement, l'autre château qui est beaucoup plus glauque entre guillemets d'aspect, parce qu'il y a très peu de fenêtres, c'est du granit noir, enfin ça n'a rien à voir. J'ai jamais vraiment vécu de phénomènes paranormaux là-bas, mais à Fougeray, on a vraiment eu beaucoup de phénomènes et moi j'ai regretté déjà sur le coup j'ai regretté. Je me suis dit que j'avais fait une connerie parce que j'allais pas être bien dans cette maison et puis que les enfants non plus et puis que c'était peut-être dangereux. Enfin j'hésitais un peu, mais ça s'est su et il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir et qui nous disaient bah nous ça nous intéresse si vous acceptez. On passe une nuit comme ça, on amène un duvet, on se débrouille et on vous dit le lendemain matin si on a eu des phénomènes, etc., etc. Alors sur le coup, je trouvais que c'était un peu farfelu. Et puis j'ai accepté après. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il y a des gens qui vivaient rien, des gens qui vivaient les mêmes choses que nous. Il y a des gens qui vivaient des choses vraiment intéressantes, enfin des trucs absolument incroyables. Et c'est un peu comme ça que j'ai décidé d'organiser les chambres autour du phénomène paranormal, je dirais, parce qu'après, je voulais pas non plus que ça se transforme en lieu trop, parce que c'était ambiance roots au début. Il y avait pas trop de meubles, les gens y venaient avec un matelas de camping. Enfin, c'était un peu... Après, j'ai organisé ça petit à petit. On a fait des jolies chambres, etc. Mais c'est venu comme ça en fait. Et le projet initial, il était tout basique, c'est des chambres d'hôtes. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant aussi comme vous avez dû bifurquer par rapport au phénomène que vous avez chez vous. Comment est-ce que vous avez réagi dans votre famille? Parce que vous avez dit j'étais pas bien et tout ça. Comment est-ce que vous et votre famille avez réagi à ces manifestations? Alors, mes filles ont vécu énormément de choses. Elles étaient pas forcément à l'aise. Moi, j'étais carrément mal à l'aise. C'est-à-dire, moi, ça m'amusait pas du tout. Je sursautais sans arrêt. On entendait des bruits de voix. Je voyais des silhouettes traverser une pièce. Enfin, moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Et mon mari, par contre, était assez curieux. Donc, c'est vrai que lui, il a pas vraiment éprouvé cette angoisse que moi j'avais. J'en ai eu marre à un moment donné. J'ai mis le château en vente. En 2012, j'ai mis Fougeray en vente. Donc ça faisait que 3 ans qu'on l'avait et j'ai été vraiment tombée en désamour avec le château parce que je regrettais de l'avoir acheté, parce que tous ces phénomènes, ça m'amusait pas du tout, ça me terrorisait et puis j'étais mal à l'aise. Être mal à l'aise chez toi, c'est vraiment pas agréable. Vous y viviez? Eh ben, on y vivait au début, ouais, parce que justement, c'est comme ça on a vraiment éprouvé le lieu, l'ambiance, etc. Donc, je l'ai mis en vente en 2012, sauf que ça se savait déjà qu'il y avait des phénomènes. Alors, il y avait évidemment les gens qui venaient parce qu'ils étaient intéressés par les phénomènes. Il y a ceux qui venaient pour se moquer, enfin on a tout eu, mais je veux dire, ça se savait, et dès que l'agent immobilier venait avec des gens,
il se renseignait certainement un petit peu avant, mais on a eu énormément de rendez-vous d'annulés. Les gens venaient pour voir, mais finalement, ils disaient ne pas y croire, mais ça leur faisait peur quand même. Donc, résultat des courses, l'agent immobilier nous a plus ou moins dit que c'était mort, hein, que c'était impossible à vendre parce que on n'était pas en Écosse. Donc, résultat, on a gardé Fougeray. François était content parce que lui, il était vraiment contre la vente. Il m'a dit, mais non, il faut chercher à comprendre ce qui se passe et il faut creuser. Et il me dit, c'est comme ça que la peur va s'évanouir. Il faut donner une grande place à la compréhension. Alors, ce qui est vrai, parce que moi, je me suis intéressée Justement, vraiment. j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez mené des recherches historiques sur les anciens habitants du château? Ah bah oui, justement. Moi, je me suis intéressée vraiment à l'histoire du château, mais j'ai vraiment creusé l'histoire du château pour savoir exactement qui avait vécu là, ce qui s'y était passé, qui était mort à quel âge, comment, etc. Et après, c'est vrai on a eu quand même beaucoup de renseignements parce que bon, c'est vrai que Fougeray, c'est pas mal documenté quand même. J'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'archives. Et alors ça, je sais que beaucoup de gens sont contre, mais moi, j'ai eu beaucoup de renseignements et on m'a beaucoup rassurée, bizarrement, en communication. Alors, soit via des médiums, des communications avec les ancêtres qui avaient vécu, enfin, des gens qui avaient vécu dans ce lieu, soit à travers des médiums, soit en spiritisme. Et c'est vrai qu'après, notre vie est devenue plus une quête. On était plus en quête de réponses et de communication avec eux pour savoir pourquoi ils étaient encore là, ce qui leur était vraiment arrivé. Est-ce que l'archive là, elle est exacte? Qu'est-ce qui s'est passé, machin. Enfin, c'est plutôt maintenant. On est toujours, hein, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On est toujours dans une espèce de quête du Graal, un peu pour certaines familles qui ont été vraiment très importantes à Fougeray, parce que c'est pas logique que les gens qui meurent soient encore chez eux, hein, si on croit aux fantômes, restent chez eux, c'est pas logique. Je peux vous poser une petite question personnelle. Vous êtes historienne et vous avez aussi la casquette, parce que vous avez été témoin de phénomènes paranormaux. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ces choses-là, en fait, un petit peu de rationnel avec de l'irrationnel? Alors, oui, je suis historienne. C'est vrai qu'en histoire, on essaie d'être rationnel, mais vous savez, en histoire, il y a tout ce qui est documents, archives, tout ce qui est factuel, ça, ok, bon. Mais vous savez, en histoire, on fait beaucoup d'analyses. On apprend à lire entre les lignes parce que vous savez, les archives, c'est beaucoup d'administratifs, tout ça, c'est pas des documents forcément passionnants. En majorité, hein, on a aussi des choses très personnelles, et c'est vrai que les historiens sont rationnels, mais je dirais qu'à partir du moment où, si vous voulez, on s'intéresse à l'histoire de l'humain, à partir du moment où il y a de l'humain, il n'y a pas que du rationnel. Je veux dire, l'humain n'est pas forcément rationnel dans toutes ses décisions, dans tout son comportement, etc. Je veux dire, on a eu des guerres épiques qui ont eu lieu avec des milliers de morts pour des histoires d'amour, par exemple. C'est pas très rationnel, ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours été je m'intéressais pas à ça autant qu'aujourd'hui, évidemment, mais j'ai toujours eu des questionnements quand même là-dessus. Et c'est vrai que quand je passais ma thèse, je me souviens j'étais aux archives à Paris et on m'avait ramené un carton de documents que j'avais demandé. Et dans ce carton de documents, il y avait des documents qui concernaient ma thèse, il y avait des documents qui ne concernaient absolument pas ma thèse. C'était des liasses de lettres, de relations épistolaires entre un comte qui vivait dans son château
et des gens de sa famille où il expliquait justement qu'il était régulièrement dérangé par des présences qu'il comprenait pas. Il entendait des bruits de pas, ça tapait contre sa porte, etc. Et ça m'avait intriguée. Je m'étais dit, tiens, c'est marrant, euh, c'est drôle que ça se trouve là. Et je regrette aujourd'hui d'ailleurs de ne pas avoir noté les cotes de ces archives parce que je crois que j'irai les lire avec beaucoup plus de voilà d'attention parce que sur le coup je les ai lus un peu en diagonale. On me dit ah c'est drôle, voilà. Mais sincèrement, l'histoire, c'est vrai que ce sont des choses factuelles évidemment, mais l'histoire de l'humanité, moi, elle est faite aussi d'émotions, de sentiments. Je ne sais pas si on peut qualifier tout ce qui est émotionnel et sentimental de franchement rationnel à 100%. Mais bon, voilà. Non, non, mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Selon vous, quelle est l'histoire la plus troublante liée à Fougeray? Ah, des histoires troublantes, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me pose question encore aujourd'hui. Hein, j'ai pas toutes les réponses. C'est l'histoire de la famille Robin Médard. Alors c'est une famille de bourgeois, de commerçants. Ils vendent des vins et spiritueux. Ça marche très bien. Donc ils achètent Fougeray, c'est un peu l'ascenseur social. Hein. À l'époque, au 19e, comme ça, bon, on arrive, la bourgeoisie conquérante arrive dans un château et euh, et le père fait faillite. Alors c'est le fils qui reprend, Félix. Et Félix, en fait, sa mort est très mystérieuse. Il est décédé à Fougeray, il avait 39 ans, en 1898. Alors 1898, c'est hier hein, pour les archives. On est en plein dans la Troisième République. Bon, là, c'est vraiment le côté euh, bourgeoisie capacitaire, etc. Je n'arrive pas à trouver, concernant Félix, les raisons de son décès. Il a été enterré à 100 kilomètres. Alors, je peux vous dire que ça, c'est complètement, justement, c'est pas franchement rationnel qu'il soit enterré à 100 kilomètres de Fougeray. Je n'arrive pas à trouver les raisons de son décès. Euh, pardon, j'ai pas d'avis d'obsèques. Enfin, c'est vraiment très étrange. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça dans les familles que je comprends pas. Et en spiritisme, bon, ça c'est pas rationnel, mais en spiritisme, j'ai souvent des contacts, des communications avec Félix. Et quand je commence à poser trop de questions sur les raisons de son décès, parce qu'à 39 ans, hein, on meurt pas à 39 ans. Soit c'est un accident, soit c'est une maladie. Mais si c'était l'un ou l'autre, je me dis qu'on aurait un avis d'obsèque, on aurait quelque chose. Et, euh, et en fait, à chaque fois que j'essaie de creuser en spiritisme, j'ai sa mère qui arrive sur la séance et qui m'engueule et qui stoppe la séance. D'accord, d'accord. Donc, votre vision du paranormal a totalement évolué depuis le jour où vous êtes arrivé aussi, parce qu'avant Ah ça, bah complètement. vous étiez quoi? Vous y croyez, c'est ça? Vous aviez un petit doute? Bah, je me posais des questions quand même. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais je vais avoir 25 par là, 25 ans. Il y avait une émission qui passait à la télé. C'était une très bonne émission sur le paranormal. C'est Mystère Je m'en sur souviens. TF1. Je me souviens que c'était bien parce que les émissions sur le para aujourd'hui c'est vraiment naze. Mais c'était super intéressant. Il y avait des reconstitutions. Ils faisaient venir les gens sur le plateau. Ils parlaient, etc. Et je regardais ça et ça m'intriguait quand même. Je me disais quand même c'est incroyable. Et je me souviens d'une dame qui parlait, qui témoignait et qui expliquait que dans sa maison, elle avait eu des déplacements d'objets, les portes de son armoire qui s'ouvraient, se fermaient hyper violemment, l'armoire qui se mettait à trembler, enfin des trucs qui moi m'effrayaient à l'époque. J'écoute ça, je me dis mais c'est incroyable. Et cette dame, à un moment donné, je dis mais en fait, si ça se trouve tout ça c'est faux, c'est pour nous faire peur et des blocs et tout. Et elle a raconté plein de choses comme ça. Et les premiers phénomènes de déplacement d'objets que moi j'ai eu à Fougeray, eh ben c'est drôle. J'ai pensé à cette femme et je me suis dit ah c'est dingue. En fait, elle disait vrai parce que moi j'ai eu vraiment des trucs comme ce qu'elle expliquait. On était plusieurs en plus hein, devant témoins. J'étais pas seule chez moi et je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Donc c'est vrai que j'étais déjà intriguée par ça, mais de toute façon c'est très intriguant.
puisque ça ne répond pas à l'expérience. Donc, comme on peut pas faire d'expérience, les scientifiques ne peuvent pas déduire des lois physiques sur ce genre de phénomène. Donc voilà, ça reste quelque chose de l'ordre du vécu, du témoignage, point quoi. Vous avez aussi des preuves. Vous accueillez aujourd'hui des visiteurs, vous accueillez des enquêteurs spécialisés dans le paranormal, comme nous avons eu la semaine dernière, qui se nomme J Paranormal, qui enquête aussi dans des maisons. Euh, je pense qu'il y a une rationalité, entre guillemets, même une preuve, entre guillemets, pas physique, mais vidéo, et je vais pas dire preuve à l'appui, mais je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Je pense qu'il y a du matériel aujourd'hui qui peut apporter une preuve. Après, des témoignages, si je regarde les témoignages sur le château de Fougeray, je vois tout le monde a eu des apparitions. C'est pas quelque Alors, chose. c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages. Alors ça, c'est clair, parce que moi, j'ai vécu des phénomènes de poltergeist. On était 7, 8, on était un petit groupe, on a vécu des trucs de dingue. C'est vrai que ça, c'est arrivé souvent. Donc, on a des gens qui ont vu la même chose. Moi, je ne crois absolument pas au phénomène d'hallucination collective. Donc, je pense qu'on a vraiment tous vécu des choses, qu'on a vécu de la même façon, on a vu la même chose, etc. Par contre, c'est pas des preuves ce qu'on a nous, parce que si vous voulez, ce qu'on a nous, c'est-à-dire les petites vidéos, c'est pas considéré comme des preuves par les scientifiques parce que Un parce déplacement que d'objet, ce n'est pas un déplacement scientifique parce que ce n'est pas possible. Il y a tellement de paramètres qui doivent entrer en compte pour pouvoir bouger un objet. Donc, ah bah, ça c'est déjà c'est sûr que mais c'est compliqué parce que déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord avec les scientifiques, enfin le peu de scientifiques qui est venu à Fougeray en tout cas, sur la définition de la preuve. Parce que, si vous voulez, pour eux, une preuve, c'est quelque chose de scientifiquement incontestable dont ils peuvent déduire des lois physiques, etc. Bon, en paranormal, pour l'instant, on ne peut pas. Je dis pas que dans 30 ans, on pourra peut-être pas, mais là, pour l'instant, on peut pas. Parce que le phénomène paranormal, en règle générale, ne répond pas à l'expérience. C'est-à-dire que nous, on a eu des déplacements d'objets. Des fois, on a eu des déplacements d'objets. On demandait ce on dit, ah ben si quelqu'un est là, est-ce que vous pouvez Et là, on avait un déplacement d'objets. Des fois, on le demande pendant 6 mois, on n'a rien. Des fois, on ne demande rien, on a. Donc, ça ne répond pas à l'expérience. Les seuls phénomènes qui répondent plus à l'expérience et qui pourraient être considérés comme une preuve, mais je mets des pincettes, ce sont les voix enregistrées qui ont été analysées moi j'ai un copain qui vient régulièrement, Manu Delpech et Lisa Béranger, ils viennent régulièrement faire de la transcommunication instrumentale, et quand ils ont des voix, on a des voix avec des réponses, hein, des trucs mais incroyables. On leur avait demandé est-ce que la couleur du salon gothique vous plaît, parce qu'on était dans les travaux, et on a eu une voix qui disait merci Véronique. Et ça, j'étais hyper touchée. Et il a fait analyser ces voix, et les voix font plus de 2000 Hertz. Donc, ça n'est pas des voix humaines. Donc ça, c'est un semblant de preuve. On pourrait dire que là, on est sur un début de preuve. Mais vous savez, pour les gens qui critiquent les phénomènes, ou pour les gens qui les démontent, ou les zététiciens, etc., ils disent que le nombre de témoignages ne peut pas faire office de preuve. Qu'on soit 1000 à avoir vécu la même chose ou qu'on soit 2, pour eux, c'est la même chose. Donc, de toute façon, on peut pas parler avec ces gens-là. Donc, c'est compliqué vraiment d'amener une preuve, vraiment. on parle de plusieurs manifestations, c'est ça? On parle de quel type de manifestation? Vous avez dit des sons, En des déplacements manifestation, d'objets. Vous avez aussi des manifestations visuelles? bien sûr, on a eu, je sais pas, on a plein de choses. On a les déplacements d'objets, oui, tout ce qui est voix, etc. On a les silhouettes, les flashs lumineux, les silhouettes qui traversent une pièce. Et tout ceci ne On suffit a eu pas pour confirmer en fait la thèse qu'il y a peut-être quelque chose d'étrange? de toute façon, mais vous savez,
Les phénomènes de hantise, ça sollicite tous vos sens. On a eu des phénomènes tactiles également. Alors ça, des gens qui se font toucher, taper dans le dos gentiment ou des trucs comme ça. On a eu des phénomènes olfactifs aussi, des phénomènes d'odeur. Enfin, on a eu beaucoup de choses. Ça s'est mis à sentir le chocolat chaud un jour dans tout le château parce qu'on parlait de chocolat en bas comme ça. Je peux vous dire qu'on a essayé de faire bouillir du lait et de mettre des tablettes de chocolat après, etc. Mais ça sentait le chocolat à 3 mètres, mais pas au premier étage, pas dans tout le château. Enfin, on a eu beaucoup de choses comme ça, des phénomènes qui sont non reproductibles. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est intellectuellement très déstabilisant tout ça, mais c'est super excitant en même temps quand on est un peu curieux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Et justement, concernant ces sceptiques, vous avez déjà été confronté à des critiques, ça, j'en suis sûr et certain, mais est-ce qu'ils ont pu apporter des preuves dans lesquelles ils critiquent? Vous savez, toujours, c'est facile de dire une chose, mais est-ce qu'on peut apporter des preuves? Voilà, je suis venu, j'ai dit, bon, j'ai rien vu. Il n'y a rien qui m'a plu, ça ne m'a pas touché ou quelque chose comme ça. Non. Bah, vous savez, Fougeray, contrairement à ce que les gens qui nous cassent disent, c'est pas un cirque. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir, enfin qui viennent. Il y a des gens qui viennent qui ont des phénomènes, puis il y a des gens qui viennent qui n'ont aucun phénomène. Après, nous, on a été critiqués violemment parce que il y a des gens justement qui avaient rien vécu. Bah oui, mais enfin, moi, j'ai aucune influence sur ce qui va se passer ou pas. Donc voilà. On a été débunkés par des gens qui cherchaient midi à 14h, mais en fait, leurs théories sont bien plus fumeuses et plus débiles que il y a aucune preuve du contraire. Si vous voulez, le problème de tous les phénomènes paranormaux, globalement, c'est que, bon, ceux qui y croient, bah, ok, d'accord, ils essaient de faire des expériences, ils essaient d'amener de l'eau au moulin, voilà. Ceux qui n'y croient pas, ils peuvent pas prouver que ça n'existe pas, puisque en fait factuellement ça existe. Euh, on peut pas l'expliquer, ça c'est vrai, on peut pas expliquer la source du phénomène, pourquoi ça se déclenche tel jour à telle heure, comment ça se déclenche, quelle est la force, la source de la force qui va expulser un objet à travers la pièce par exemple. Donc ça on peut pas l'expliquer, d'accord. Ça, ok. Donc on peut juste constater factuellement ce qui se passe. Donc si nous, de toute façon, nous, on ne peut pas amener la preuve vraiment bon, admettons qu'on puisse pas vraiment amener une preuve par A plus B que ça existe, etc. Qu'on ne puisse pas amener d'explication. Le camp adverse ne peut pas non plus amener la preuve que ça n'existe pas. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Vous avez entièrement raison. J'ai une petite question parce que je suis fan de la série Ghosts. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui ça? Ghosts sur Netflix. La série? Ouais, c'est une série. Ouais, elle est top. Si, je connais. Vous c'est très connaissez? drôle. Je Oui, me j'aime demandais, bien. parce que c'est exactement à peu près votre parcours, vous aviez souhaité à la base ouvrir des maisons voilà, des chambres d'hôtes et finalement voilà, ça s'est modifié. Comment est-ce que se passe la cohabitation entre vous et les personnes dans le château? Alors, c'est marrant parce que là, j'ai prévu un truc, par exemple, et j'ai une copine qui a fait de la Ouija cet après-midi et qui m'a contactée en me disant oh, c'est marrant, les gens de Fougeray sont pas trop chauds pour ton nouveau projet là. Bah en fait, étrangement, ils me donnent leur avis sur sur ce qu'ils approuvent ou pas. Alors, je les écoute ou pas, hein, ça dépend. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait des gens, par exemple, qui avaient été expulsés du château. Et ça, je me suis toujours dit a posteriori qu'il y avait des raisons que j'avais comprises après et que en fait bizarrement c'était plus de la protection quelque part pour nous, pour le lieu, etc. Que c'était pas de la méchanceté, mais que c'était plutôt de la protection. Il y a vraiment des gens qui ont été chassés. Ça a pris du temps des fois, mais à force, il se passait plein de trucs et
et tout se mettait sur le chemin pour qu'ils ils reviennent pas à Fougeray. Et souvent, en spiritisme, on me le disait, on me disait ouais mais fais pas confiance à un tel, etc. Et j'avais du mal à le croire. Et en fin de compte, je pense qu'ils nous aident en fait. Je pense que c'est une aide bienveillante qui vous accompagne car ils sont fiers du projet que vous avez aussi. Ne l'oubliez pas, ça permet aussi d'avoir des visites. Ça permet, voilà, entre guillemets, pour eux d'être occupés. Oui, c'est vrai en Vous avez plus. parlé de spiritisme et vous avez parlé de Ouija. J'ai une petite question personnelle. Est-ce que vous avez peut-être, voilà, trouvé en vous des dons surnaturels, peut-être? Alors des dons, je pense pas, j'en sais rien. En tout cas, j'arrive très bien à communiquer avec les entités en spiritisme, ça c'est sûr. Après, vous savez, le problème qu'il y a aujourd'hui et qui m'agace vraiment, moi, c'est que énormément de gens se disent médiums, machin, parce que c'est devenu un peu la mode. On est un petit peu envahi par tout ça. Et puis c'est une sorte de pouvoir aussi quand les gens disent qu'ils sont médiums. On voit bien que il y a une sorte de pouvoir qui s'exerce sur les autres. Et moi, j'évite de dire ça. Je me dis bon, de toute façon. Peut-être que j'ai débloqué un petit peu d'intuition, que j'arrive à communiquer avec eux, puis moi ça me va très bien parce que on s'entend bien en plus bizarrement. Euh, et puis voilà quoi. Vous êtes l'auteur aussi de deux ouvrages, Les murs ont-ils une mémoire et Les Invisibles de Fougeray, l'histoire du château le plus hanté de France. Comment est-ce qu'est venue cette passion pour l'écriture? Ah, alors ça, j'ai toujours aimé écrire, mais j'ai fait deux mémoires, plus une thèse de doctorat, donc j'ai beaucoup écrit toujours. Les Invisibles de Fougeray, en fait, c'est un peu plus de 10 ans, c'est 11 ans de notre vie à Fougeray. C'est du départ quand on est arrivé jusque, je sais plus, 2020, je crois. Tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous est arrivé, les problèmes familiaux, tout ce qui a été engendré par ce côté atypique du lieu, je dirais. Euh, donc ça, c'est très personnel. C'est un livre un peu intimiste, hein, où vraiment on se livre un peu parce que ça n'a pas toujours été facile. Hein. Et les murs ont-ils une mémoire? C'est une enquête que j'ai faite sur la mémoire des murs. Alors c'est pas pareil, la mémoire des murs, c'est pas la même chose que les phénomènes de hantise. La mémoire des murs, en fait, c'est une maison qui va, absorber une espèce d'énergie qu'on dépose inconsciemment par rapport à ce qu'on vit, par rapport à des problématiques qu'on a, etc. Et ça crée par exemple, des mémoires, des maisons à maladie, des maisons à divorce, des maisons à bonheur aussi. Ça crée en fait une espèce de d'inconscient de la maison qui va en fait interagir avec votre vie, même si vous en êtes pas conscient, mais qui peut vous influencer dans vos choix. Euh, voilà. Donc ça, j'ai fait une enquête qui m'a passionnée sur justement toutes ces interactions entre la mémoire des murs et nous. C'est une corde supplémentaire à votre arc. Moi, je me pose toujours la question, la même qu'au début, mais comment faites-vous? Comment faites-vous? Parce que vous avez l'air d'être une passionnée qui, lorsque trouve sa passion, se jette et voilà, apprendre tout ce qu'il faut apprendre, s'imprègne de tout pour pouvoir comprendre ce qui se passe, en fait. C'est ça? Ah C'est oui, ça oui. votre mode de fonctionnement? Je veux dire, à partir du moment où on comprend les choses, on comprend notre environnement, aussi bizarre soit-il. Je pense que on a beaucoup d'angoisses qui s'évanouissent quelque part. Si je suis aujourd'hui une femme qui souhaite entreprendre, et comme vous, à votre image, voilà, une femme qui souhaite avoir une multicasquette tout en ayant une famille saine, un noyau familial sain, qui puisse travailler, qui puisse. Voilà. Quels sont les conseils que vous pourriez leur apporter à ces femmes ou à ces hommes même qui souhaitent se lancer, qui hésitent encore? Alors, concilier famille et passion, travail, etc., c'est pas toujours facile. Euh,
moi, je dis tout le temps à mes filles qui ont des enfants très jeunes, 3 et 7 ans, je leur dis, il vaut mieux pour les enfants avoir une mère épanouie qui a fait plein de choses qu'une maman qui s'est sacrifiée et qui va le regretter quand les mômes ils auront 20 ans et que puis que voilà et qu'à ce moment-là les enfants c'est pas je veux dire, c'est nos enfants, d'accord, mais après, c'est des êtres à part entière qui ont leur vie, etc. Donc, moi, j'ai tout fait pour être un maximum avec mes enfants. Je les vois régulièrement. J'ai vu mes 2 filles aujourd'hui, par exemple. Mon fils, je le vois dimanche. Enfin, je veux dire, on se voit régulièrement. J'ai un vrai sens de la famille. J'ai 2 petits-fils aussi, mais je veux dire, c'est vrai que je dis ça à mes filles. Alors mes filles, bon, comme leurs enfants sont petits, elles me disent ah mais je peux pas. Dès que je les quitte, dès que je quitte mon fils, j'ai de la peine. Je dis oui non mais d'accord, je comprends, mais ça c'est normal qu'on ait un attachement très fort à ses enfants, surtout quand ils sont petits. Mais je veux dire, il vaut mieux. Enfin, si des femmes m'écoutent, vraiment, hein, il vaut mieux être une maman épanouie qui a fait des choses parce que je pense sincèrement que le sacrifice, l'époque du sacrifice, c'est terminé déjà, et que de toute façon, c'est pas une vie de se sacrifier, et que bah, le sacrifice, c'est quelque part, c'est l'échec de sa vie, et puis c'est les remords après, et c'est les reproches aussi. Parce que quand vous vous êtes sacrifié pour vos enfants, si quand vos enfants ont 30 ans et que vous les voyez plus, vous leur dites ah ouais mais moi je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi, etc. C'est la relation, elle est pas terrible. Alors moi j'ai tout fait pour eux, etc. aussi, hein, faut pas. Mais je veux dire, j'ai toujours eu quand même une passion. Alors par contre, mes enfants me le reprochaient, hein. Moi, ils m'ont dit souvent, quand ils étaient ados, on en a marre de tes histoires de château. T'as plus de photos de château que de nous. Ça, je l'ai entendu. Mais je pense quand même que ils seront fiers quand je serai plus là. Peut-être qu'ils me le diront. Ils se le diront entre eux, j'en sais rien. Je pense qu'ils sont déjà fiers D'avoir de vous. d'avoir des parents qui ont fait des choses. C'est important dans la vie de faire des choses. Enfin, de créer, de se réaliser aussi. On peut pas tout le temps, surtout quand on est une femme. Je veux dire, les femmes au foyer, c'est bon. Forcément, j'ai été un peu femme au foyer aussi, moi, quand mes enfants se suivent les 3. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où vraiment, bon, en attendant qu'il y en ait au moins à l'école, je me suis occupée d'eux. Mais j'avais tout le temps dans le coin de ma tête, bon, une fois qu'ils sont tous les 3 à l'école, je vais pouvoir faire des trucs et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours fait des trucs. Moi, j'ai toujours eu 15 000 projets dans la tête. J'ai toujours je pourrais pas vivre quelque chose de fade euh, en renonçant, parce qu'il faut pas renoncer en fait, c'est ça le truc. J'aime beaucoup votre philosophie, c'est vivre sa vie. Les enfants, c'est en plus, mais ça n'empêche pas de vivre sa vie. C'est exactement ça que vous dites. Et c'est vraiment une belle philosophie, en fait. Parce que vous appréciez cette vie-là. Comme Oui vous bah dites, il n'y a pas de reproche à la fin. oui oui non mais moi sincèrement je pense que par rapport, par exemple, aux séances de spiritisme que j'ai faites, je me suis rendu compte que lorsqu'on vit bien et qu'on n'a pas eu de remords, de regrets, etc., nous, ils nous disent en spiritisme des fois qu'ils regrettent rien, qu'ils sont bien. Et par contre, moi, j'ai des conversations des fois avec des défunts qui sont pétris de remords, de culpabilité, qui sont pas bien, etc. Moi, je pense que pour faire un bon mort, un bon défunt, être bien dans l'au-delà, mourir apaisé, bah, il faut bien avoir vécu, tout simplement. C'est un beau conseil pour mourir, ça. Bien C'est avoir ça, ouais. vécu pour pouvoir avoir une belle mort, ça c'est entièrement vrai. Au moins, vous n'êtes pas bloqué et surtout pas dans un château. Concernant vos projets personnels à vous, est-ce que vous avez peut-être un nouveau livre que vous souhaitez écrire ou peut-être vous avez des conférences? Quels sont vos projets futurs actuellement ou vos projets actuels? Oui, alors je suis dans mon 3e livre actuellement, donc bon, voilà, je suis dans mon 3e livre.
Euh, j'ai un projet, oui, j'ai pas mal de projets. J'ai des conférences j'ai une conférence dans le sud de la France qui est en train de se monter. Là, c'est un Canadien qui veut faire qui organise des conférences avec des gens qui vivent des choses comme ça, c'est extraordinaire. Donc, je crois qu'il a loué un cinéma. Enfin, c'est une assez grande salle pour ça. Donc voilà. Sinon, on va faire. Là, on est à Fougeray, on est dans les travaux, mais on va recevoir des équipes là pour faire des expériences. Donc en TCI, en transcommunication instrumentale, on va tenter des enregistrements parce qu'on fait des expériences aussi parfois quand le château est vide. C'est assez paradoxal, mais c'est agréable aussi quand le château est vide. On est Oh, vraiment c'est à même l'écoute. mieux. Voilà, on est à l'écoute et là, on a des résultats intéressants. Donc, j'ai plein de projets, puis j'ai le troisième livre qui doit être fini début d'été, là, donc j'ai pas trop intérêt à l'embiner. Les travaux, faut que ça soit fini. Puis j'ai la conférence. J'ai aussi des people. Alors ça, je le mettrai sur Facebook. Je peux pas trop en parler avant, mais qui veulent venir à Fougeray faire des expériences. Euh, Ils veulent faire une soirée spéciale, etc. Enfin bref. Donc voilà, non, j'ai pas mal de projets. Ouais. Est-ce que Fougeray aujourd'hui, à part aux chambres d'hôtes, est-ce que vous proposez par exemple des mariages ou des choses comme ça? Non, je propose pas de mariage parce que si vous voulez, pour faire des mariages, il faut une très grande salle. C'est assez En, Fougeray, c'est assez intimiste. Hein, en on extérieur, a non? plein de, comment? En extérieur peut-être? Ouais, mais alors en extérieur, faudrait louer un Tivoli, tout ça. Enfin, faudrait s'organiser. Non, c'est vrai que je propose pas de mariage. On fait nos soirées, on fait des conférences sur le sujet, on fait chambre d'hôtes, on organise des repas aussi. Mais c'est vrai que je fais pas de mariage, non. Est-ce que je peux vous souhaiter quelque chose avant de nous quitter? Est-ce que je peux vous Bien souhaiter sûr. d'être grand-mère encore 2 fois supplémentaire avant la fin de cette année? Ah ben j'aimerais, moi je suis gaga de mes petits-enfants, C'est j'adore les vrai. voir. Ah bah oui, je veux dire, j'ai vu Arthur tout à l'heure, là, mon petit-fils. Oui, oui, y a pas, oui, oui, je suis très famille puis voilà, c'est vrai que c'est autre chose. Bon, sur le coup, ça m'a mis un petit peu un coup. Je me suis dit merde, je passe le cap de grand-mère là. Mais en fait, bon, voilà, tout ça se passe bien. Est-ce que pour les personnes qui ne connaîtraient pas le château de Fougeray, vous pourriez un petit peu nous faire voilà, le pitch de l'endroit pour pouvoir leur donner envie de venir? Alors, le château de Fougeray, c'est un château qui est dans la Vienne. Alors, c'est un département de la Nouvelle-Aquitaine. On est au sud de Poitiers, pour situer à peu près. C'est un château qui est en haut d'une falaise, qui est joliment situé, c'est agréable. On est en race campagne, nous, hein. On est au milieu de 10 hectares de bois en plus. Où se déroulent des soirées où on accueille des gens pour faire on organise des repas et après on organise des ateliers avec des médiums, on fait du spiritisme, on fait plein de choses et les gens en général qui viennent à Fougeray pour vraiment en profiter, ils se couchent très très tard, voire tôt le matin et voilà. C'est parfait. Merci infiniment. Merci pour votre temps. C'était Véronique Geoffroy. Découvrez ses ouvrages Les murs ont-ils une mémoire qui a été publié en 2024. Les Invisibles de Fougeray qui sont toujours disponibles actuellement à la FNAC, hein, c'est bien ça? Oui, oui, oui. À la FNAC. Vous avez en parallèle un troisième projet de livre qui va sortir cet été, donc soyez au rendez-vous. Essayez de la suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, c'est là qu'on s'est connus. Vous avez d'autres plateformes? Instagram. D'accord, donc essayez de la suivre sur ces plateformes-là. Merci infiniment, Véronique Merci Geoffroy, Eric. d'avoir été avec nous. Merci pour votre temps précieux. Merci pour vos conseils précieux aussi. Merci pour tout. Vous êtes une femme remarquable. Vous avez de nombreuses casquettes et vous arrivez à gérer tout ça d'une main de maître. Je peux être qu'en admiration devant vous. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez consacré, pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite au château de Fougeray et avec le prochain livre qui va sortir. Merci infiniment de nous avoir Merci, accompagnés. bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toutes les personnes qui ont suivi.
cette émission. Merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager ces émissions. Souscrivez si vous pouvez le faire. Merci infiniment à notre invité de ce soir. Merci pour sa patience et merci pour tout. Je vous souhaite une très très bonne soirée.